Personne ne se souvenait exactement du moment où la Terre s'était tue. Un instant, nous hurlions, protestions, implorions la clémence des étoiles. Et l'instant d'après, les transmissions s'arrêtaient. Les empires extraterrestres s'en moquaient, comme d'un léger désagrément, une étincelle s'éteignant dans le vide. Après tout, la Terre était un monde perdu, un monde primitif qu'ils avaient à peine pris la peine de répertorier. Nous ne représentions pas une menace. Nous n'étions même pas intéressants. Au Grand Conseil des étoiles, on nous attribuait l'échec de la sélection naturelle. Ils ne comprenaient pas que le silence n'était pas une capitulation. Le silence était une stratégie. Cela avait commencé des décennies plus tôt. Lorsque les premiers vaisseaux du syndicat Andari percèrent seulement l'atmosphère terrestre, ils s'attendaient à un peuple trop faible pour résister. Ils nous ont frappés de plein fouet, ont réduit des villes en poussière, ont réduit des millions de personnes en esclavage et ont dépouillé nos océans de leurs précieux minéraux. Les survivants ont été parqués dans des camps ou abandonnés à l'abandon dans les ruines. Les extraterrestres pensaient que l'histoire était terminée. Mais les humains ont un défaut particulier. Nous ne nous brisons pas facilement. Cachés au plus profond des sous-sols, sous les montagnes et les océans, dans des tunnels de métro en ruine et des bunkers oubliés, l'humanité a construit. Nous avons récupéré la technologie des épaves laissées par les Andari. Nous avons disséqué leurs machines, compris leur langage, compris leurs armes. Nous avons copié ce que nous pouvions, innové ce que nous ne pouvions pas, et discrètement assemblé le tout pour créer quelque chose de nouveau, de terrifiant. La galaxie a continué son chemin, nous oubliant. La flotte Andari se dirigea vers des cibles plus vastes, des mondes plus riches. Seule une force squelettique subsistait en orbite, une garnison symbolique destinée plus à satisfaire des impératifs politiques qu'autre chose. Leur arrogance nous isola. Elle nous donna du temps. Elle nous donna un but. Lorsque le premier des Dreadnoughts se libéra des glaces du Groenland, il n'envoya aucun avertissement, aucun message de fierté, aucune déclaration d'indépendance. Il surgit de la glace tel un léviathan sombre et silencieux, des plaques d'alliage extraterrestres cousues ensemble avec l'obstination humaine. La garnison ne le remarqua même pas avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les canons du cuirassé se réveillèrent, ils entonnèrent comme un chant que les étoiles n'avaient pas entendu depuis des millénaires. Une rage pure et sans filtre. Les stations orbitales se désintégrèrent au moitié sous les tirs dévastateurs de projectiles cinétiques et de lances à plasma. Leurs lignes épurées, façon Andari, s'écroulèrent comme de la tôle sous la fureur du cuirassé. Leurs appels au renfort furent interceptés, brouillés, réduits au silence avec la même facilité. La Terre ne se contentait plus de survivre. Nous étions en chasse. Je me souviens d'être debout sur le béton fissuré de New Boston, à regarder les débris en feu pleuvoir du ciel. Les gens applaudissaient, poings levés, les larmes perlant la crasse sur leurs visages. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était quelque chose de plus profond, une bouffée d'espoir primordial, quelque chose que nous n'avions pas osé ressentir depuis des générations. Le premier Dreadnought s'appelait Vengeance. Un nom choisi non pas par un commandant ou un général, nous n'en avions plus, mais par un mécanicien qui avait soudé la dernière pièce de sa coque. Un nom murmuré dans les bunkers, peint en lettres rouges sang sur ses flancs blindés.
nous ne nous sommes pas arrêtés à un seul. En quelques semaines, 2 autres ont surgi des jungles amazoniennes, soudés par des tribus autrefois considérées comme perdues. Un autre s'est frayé un chemin à travers les ruines effondrées du vieux Shanghai. Les cuirassés n'étaient ni propres, ni polis, ni beaux. Ils étaient brutaux, ils étaient monstrueux, et ils étaient à nous. Lorsque les Andaris comprirent ce qui se passait, ils paniquèrent. Ils envoyèrent un signal de détresse à la galaxie entière. Ils implorèrent nos peintres des renforts. Mais lorsque les flottes d'intervention furent mobilisées, la Terre était déjà hérissée de fer et de fureur. La galaxie la croyait sans défense. Ils avaient tort. Nous étions restés silencieux, car nous nous préparions à hurler. Le message de l'émergence de la Terre se répandit dans les étoiles comme une traînée de poudre. Au début, personne n'y crut. Comment un monde brisé et conquis, une espèce primitive, pouvait-il riposter? Le Conseil des Neuf, arbitres autoproclamés de l'ordre galactique, qualifia les premiers rapports d'insurrection isolés. Certains gouverneurs locaux en ont même ri. Ils nous ont traités de nuisances mineures, d'infestations sauvages. Ils ne riaient pas quand Vengeance et ses sœurs, Défiance, Colère et Ashborn, riaient quand Vengeance et ses sœurs, Défiance, Colère et Ashborn, ont dévasté la flotte principale d'Andari comme un coup de poing dans une vitre. Ils s'attendaient à une opération de nettoyage. Des formations parfaitement coordonnées de croiseurs élégants, de porte-avions de la taille de ville, et même de quelques cuirassés. De vrais, construits grâce à des siècles d'ingénierie extraterrestre. Ils pensaient que le nombre et la technologie l'emporteraient. Mais, humains, nous ne nous sommes pas battus à la loyale. Nous nous sommes battus comme des animaux, sans rien à perdre. La bataille pour la terre n'était pas une grande danse de stratégie et d'honneur comme les Andaris en avaient l'habitude. Elle était brutale. Elle était chaotique. Nous avons déployé tout ce que nous avions. Des missiles extraterrestres piratés, des canons à rails magnétiques tirant des morceaux de ferraille urbaine, des torpilles à plasma bricolées si instables qu'elles explosaient parfois avant même de quitter la baie de lancement. Peu importait. Les dreadnoughts étaient conçus pour encaisser des coups auxquels aucun ingénieur sain d'esprit ne s'attendrait à ce qu'ils survivent. Le Défiance encaissa un barrage de tirs et continua sa charge, ses moteurs crachant du plasma, ses canons crachant toujours la mort. Le Wrath perdit la moitié de son blindage en début de combat, mais utilisa son cœur de réacteur exposé comme un bélier, percutant un vaisseau de commandement Andari et le déchirant en deux. Et depuis le sol, depuis les villes détruites et les forteresses cachées, nous l'encâmes vague après vague d'attaques. De vieux missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, que nous avions réaménagés avec une technologie extraterrestre, des chasseurs hybrides confectionnés à partir de reliques de F-22 et de moteurs antigravité volés, et même des soldats de saut orbital, vêtus de combinaisons rudimentaires, bricolés, avec désespoir et génie. Nous n'avons pas demandé la reddition. Nous n'avons pas donné d'avertissement. Les Andaris hurlaient à la retraite. Ce n'était pas une bataille, c'était une exécution. Et quand ce fut fini, quand le dernier porteur Andari se consuma dans l'atmosphère terrestre, projetant une pluie de débris en fusion sur le Pacifique, les survivants de l'humanité se tenaient au milieu des ruines, meurtris, ensanglantés et victorieux. Nous avions fait notre déclaration. La Terre n'était pas un monde esclavagiste, ni une colonie oubliée,
ni une note de bas de page. Nous étions la tempête. Mais nous savions que la galaxie ne resterait pas les bras croisés. Le Conseil des Neuf n'allait pas faire comme si de rien n'était. La Terre était désormais une tâche sur leur parfait petit empire, une gifle à leur autorité, et pire encore, si nous parvenions à nous soulever, d'autres le pourraient aussi. Nous avons donné à la galaxie une idée qu'elle ne pourrait jamais anéantir. Alors nous n'avons pas attendu leur arrivée. Pendant qu'ils débattaient, complotaient et envoyaient ciel des éclaireurs sonder les confins de notre système, l'humanité construisait déjà des vaisseaux plus rapides, plus meurtriers et plus fous que tout ce que le Conseil avait jamais vu. Nous avons démantelé jusqu'à l'os chaque épave Andari. Nous avons pillé leurs bases de données, rétroconçu leurs secrets, reprogrammé leur technologie pour en faire de nouvelles armes brutales qu'ils pouvaient à peine reconnaître. De nouveaux cuirassés ont surgi. Non pas les monstres maladroits et désespérés que nous avions construits au départ, mais de véritables terreurs, élégantes et mortelles, conçues par des ingénieurs humains qui savaient désormais comment déjouer la technologie extraterrestre mieux que les extraterrestres eux-mêmes. Nous leur avons donné des noms qui résonnaient dans les étoiles. Fureur, Revenant, Oblivion. Et derrière chaque vaisseau, chaque missile, chaque lame d'acier, une voix murmurait le même message. Nous nous souvenons. Chaque atrocité, chaque ville réduite en cendres, chaque enfant enchaîné, chaque cri ignoré par une galaxie qui avait décidé que la Terre ne valait pas la peine d'être sauvée. Nous nous souvenons. Et nous arrivions. Les cuirassés n'étaient plus ça, plus seulement une défense. Ils étaient notre réponse, ils étaient notre revanche. Le Conseil manifesta son premier véritable signe de peur lorsque la planète coloniale de Trivar tomba. Trivar n'était pas n'importe quelle planète. C'était un joyau du syndicat Andari, une métropole scintillante, nichée au cœur de vastes champs de cultures artificielles et d'océans si clairs qu'on pouvait en apercevoir les récifs depuis l'orbite. Elle n'avait jamais connu la guerre. Il n'avait pratiquement jamais connu la violence. C'était un trésor, un symbole de la domination et de la civilité du Conseil. Un monde parfait, bâti par des mains éclairées. Nous l'avons anéanti en une seule nuit. La flotte qui s'abattit sur Trivar n'était pas nombreuse, à peine une douzaine de cuirassés, escortés par un essaim hétéroclite de corvettes et de frégates Andari reconverties, désormais pilotées par des humains furieux. Nous n'avons pas amené de diplomates, nous n'avons pas amené d'ultimatum, nous avons amené le feu. Le premier avertissement des Trivarans fut lorsqu'Oblivion brisa leur anneau de défense orbitale en deux d'une seule volée. D'énormes éclats de métal tordu tombèrent du ciel, enflammant les cultures et mettant les océans en ébullition par endroits. Leur gouverneur tenta d'ouvrir des négociations, offrit tribut et reddition. Nous l'ignorions. Nos forces terrestres se déployèrent comme un coup de massue. Des vaisseaux de débarquement, semblables à des météores en flammes, percutèrent leurs villes polies, déchargeant des soldats vêtus d'exosquelettes blindés, bricolés, à partir de technologies terriennes vieilles de plusieurs décennies et de boucliers extraterrestres. Nous ne prîmes pas la peine de retenir des territoires. Nous n'étions pas là pour conquérir. Nous étions là pour envoyer un message. Des usines furent ravagées. Les spatioports se sont transformés en cratères fumants. Leurs réserves de nourriture, fierté de leur terraformation, ont été assaisonnées de feux chimiques. Les tours de transmission,
ont été piratés pour diffuser en boucle un simple message dans toutes les langues du Conseil. La Terre se souvient. Les civils ont été épargnés pour la plupart. Nous n'étions pas des monstres. Mais quiconque portait l'uniforme du syndicat, quiconque brandissait une arme contre nous, quiconque osait traiter l'humanité de vermine, n'a reçu aucune pitié. Au moment de notre retrait, Trévar n'était plus qu'une cicatrice noircie et brûlante, visible depuis l'orbite. La galaxie s'en aperçut. Soudain, la Terre n'était plus une simple rébellion. Nous étions une contagion, un fantôme, un cauchemar murmuré dans les salles du Conseil et les briefings militaires. Le recrutement sur les mondes de la bordure extérieure s'effondra. Les esclaves des colonies minières commencèrent à se révolter, hurlant des chants de guerre humains dans des langues que le Conseil croyait anéanties. Les convois commerciaux furent détournés, fuyant des secteurs entiers où les cuirassés humains avaient été repérés pour la dernière fois. Le Conseil tenta de riposter, bien sûr, comme toujours. Il dépêcha la 12e force expéditionnaire, une armada suffisamment puissante pour écraser la plupart des systèmes sans effort. Des vétérans, des amiraux aguerris, des vaisseaux capables de raser des continents. Nous ne les avons pas affrontés de front. Nous les avons menés dans la nébuleuse de l'hélice, où les tempêtes magnétiques ont grillé capteurs et armes ionisées. Nous les avons appâtés, harcelés, sectionné leurs lignes de ravitaillement, les entraînant toujours plus profondément dans le chaos. Alors que la flotte principale était impuissante et aveuglée, la Vengeance et Ashborn les frappèrent comme des loups déchirant un taureau blessé. 3 jours plus tard, la 12e force expéditionnaire cessa d'exister. Leur vaisseau amiral, le Glory of Tyrex, fut retrouvé à la dérive, ses moteurs détruits, son équipage massacré par des équipes d'abordage qui n'avaient laissé qu'une seule chose derrière elles, un drapeau. Le drapeau de la Terre, cousu à la main, flottant dans l'air vicié et recyclé de leur pont de commandement. La façade du Conseil s'est alors fissurée. Ils ont cessé de nous traiter de rébellion. Ils ont commencé à nous traiter de pire. Un fléau pour l'ordre galactique. Une espèce sans retenue, les humains, les monstres qui brûlent des mondes. Bien, nous voulions les effrayer, car la peur, nous l'avions appris, était le seul langage qu'ils comprenaient. Et nous le parlions couramment maintenant. Le Conseil des Neufs avait bâti son empire sur la peur, sur la conviction que l'ordre pouvait être maintenu avec suffisamment de force et suffisamment d'exemples de ceux qui le défièrent. Leur histoire était écrite dans le sang, dans les os brisés de ceux qui avaient osé se soulever. Ils avaient déjà vu des rébellions, des mouvements minuscules et désespérés qui éclatèrent et s'éteignent en une génération. Ils n'avaient jamais affronté une situation pareille. Lorsque la nouvelle de la chute de Trivar parvint au Conseil, la panique s'était déjà installée. Les guildes marchandes exigeaient des escortes militaires supplémentaires, au triple du coût. Les colonies frontalières murmuraient des rumeurs de sécession. Les révoltes d'esclaves se déchaînèrent comme une traînée de poudre à travers la bordure. L'humanité n'était plus seulement une rébellion. Nous étions une infection qui se propageait par la corruption que le Conseil avait longtemps tenté de dissimuler. Le Conseil prit donc une décision née de la terreur pure,
Ils activèrent le protocole Verox. Ce n'était pas une arme au sens conventionnel du terme. Pas de cuirassés, pas de soldats, pas de flotte. C'était une peste, un virus génétiquement modifié, créé secrètement par le Conseil il y a longtemps pour des situations comme celle-ci. Conçu pour se propager et tuer plus vite, il ciblait spécifiquement les humains, exploitant les plus infimes bizarreries de notre biologie pour le rendre invincible. Ils l'ont déployé grâce à des vaisseaux d'opération secrètes, des engins furtifs, élégants et quasi invisibles, qui s'introduisaient dans les territoires humains, larguant des conteneurs dans l'atmosphère avant de disparaître dans le vide. Leur plan était simple. Tuer l'humanité non pas au combat, mais dans l'ombre, silencieusement, efficacement, sans le spectacle d'une guerre ouverte, sans champ de bataille ensanglanté, sans ultimes combats héroïques. Juste une mort lente et atroce murmurée dans les étoiles. Les premiers signes apparurent aux confins de la région. Un avant-poste minier, dans les ruines de la vieille lune, Lune, signala une soudaine maladie. Toux, fièvre, hémorragie. Le temps que quelqu'un réalise que ce n'était pas naturel, il était trop tard. Des villages entiers furent plongés dans le noir du jour au lendemain. Au début, nous pensions avoir fini. Malgré toute notre rage, toutes nos armes, nous ne pouvions pas éradiquer un virus. Nous ne pouvions pas le vaincre avec des cuirassés. Il était invisible, implacable, et il tuait nos hommes par milliers. Je me souviens d'être debout dans les infirmeries de la vengeance, observant des rangées de lits de camps remplis d'hommes et de femmes ayant survécu à des bombardements orbitaux, des invasions terrestres et des échanges de tirs dans l'obscurité, maintenant abattus par quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas voir. Dans le noir, abattus par quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas voir. Certains pleuraient, d'autres maudissaient, d'autres restaient simplement allongés là, les yeux rivés au plafond, attendant la fin. Cela aurait dû nous briser, mais ce ne fut pas le cas. Car les humains, acculés, ne se contentent pas de se battre, ils s'adaptent. Le Conseil pensait que nous allions nous effondrer et mourir. Il ne comprenait pas que l'histoire de la Terre était écrite en épidémie et en survie. De la peste noire à la variole, de la guerre chimique aux hivers nucléaires, la souffrance était inscrite dans notre ADN. Nous avons réagi rapidement. Des zones de quarantaine ont été créées en quelques heures. Chaque médecin, chaque biologiste, chaque chimiste à moitié formé a été mobilisé pour le combat. D'anciens centres de recherche médicale, certains enfouis depuis des siècles, ont été déterrés, réactivés et dotés de volontaires conscients de la mort. Et des cendres de nos mourants, nous avons trouvé un miracle. Pas un remède, pas tout de suite, mais quelque chose de mieux. La résistance. Certains d'entre nous ne sont pas tombés malades. D'autres, s'ils l'ont fait, ont guéri plus vite que nous l'aurions cru. Des anomalies génétiques, des anomalies biologiques, une évolution en temps réel. Nous avons prélevé des échantillons de sang, séquencé l'ADN grâce à une technologie extraterrestre piratée, et en quelques semaines, nos scientifiques ont mis au point un vaccin. Ce n'était pas parfait. Cela laissait des cicatrices, des poumons affaiblis, des muscles crispés. Mais cela signifiait que nous ne mourrions pas. Et une fois que nous sûmes que nous pouvions survivre, la rage revint, plus vive que jamais. Le Conseil n'avait pas seulement essayé de nous tuer, il avait essayé de nous anéantir,
comme de la vermine. Nous ne pouvions pas pardonner cela. Nous ne le ferions pas. La vague d'attaque suivante fut impitoyable. Nous avons traqué leurs vaisseaux d'opération secrète comme des loups. Nous avons traqué tous les vaisseaux de déploiement Virox et les avons démantelés avec une vengeance qui a terrifié même nos alliés. Aucun prisonnier, aucun survivant. Nous avons découvert l'un de leurs principaux laboratoires cachés dans la ceinture d'astéroïdes du système Thorex, une forteresse enfouie sous la roche, à l'abri de toute détection. Peu importe. Ashborn a pulvérisé l'astéroïde avec des canons à rail orbital, réduisant en quelques secondes des siècles de recherche en scories fondues. Pour chaque humain qu'ils avaient tenté de tuer, nous en avons brûlé une centaine. La peur, ils n'avaient fait que goûter au commencement. Le Conseil voulait anéantir l'humanité. Au lieu de cela, ils avaient forgé un ennemi qui n'oublierait jamais. La riposte du Conseil avait été brutale, mais elle avait échoué. Le virus Verox, leur soi-disant arme ultime, n'avait fait que renforcer notre détermination. Et maintenant, la galaxie qui voyait autrefois la Terre comme une braise brisée commençait à murmurer un nouveau mot de peur: vengeance. Nous n'avions pas seulement survécu à la peste. Nous nous sommes adaptés, avons évolué et avons déclenché une guerre que le Conseil ne savait pas comment contenir. Les mondes du Conseil avaient toujours vécu derrière des murs, d'imposantes défenses orbitales, des flottes stationnées selon des schémas fixes, persuadés qu'aucun ennemi ne pourrait jamais pénétrer aussi profondément dans leur territoire protégé. Leur arrogance avait été leur bouclier. Désormais, elle était leur plus grande faiblesse. Nous n'avons pas lancé d'invasion conventionnelle. Nous n'avons pas aligné nos vaisseaux pour les honneurs et les cérémonies qu'ils attendaient. Au lieu de cela, nous avons franchi leurs défenses extérieures grâce à une technologie furtive volée. Nous avons piraté leur réseau de sécurité, réécrit leur planning de patrouille, corrompu leurs capteurs longue portée. Nous sommes devenus leur cauchemar. Le premier monde à tomber fut Vashara Prime, une planète grenier du Conseil. Ce ne fut pas une bataille massive, ni un ultime combat héroïque, ni un affrontement de flottes acharnées. Non, ce fut une mort à petit feu. De petits commandos débarquèrent de frégates camouflées et infiltrèrent les villes de nuit. Les réseaux électriques furent sabotés, les réserves de nourriture empoisonnées. Les communications furent coupées. Lorsque nous nous sommes enfin révélés, ce ne fut pas en tirant des coups de feu. C'était avec un ultimatum. Retirez-vous de tous les systèmes occupés par les humains ou regardez vos mondes brûler un par un. Ils ne nous ont pas écoutés. Alors nous avons incendié Vashara Prime. Des cuirassés sont descendus de l'orbite, martelant les boucliers planétaires, jusqu'à ce qu'ils se fissurent comme des coquilles d'œufs. Une fois les barrières rompues, nous avons lancé des frappes cinétiques. Des tiges de tungstène accélérèrent jusqu'à des vitesses quasi relativistes. Elles frappèrent avec la force de petites armes nucléaires, anéantissant garnisons de conseil comme capitale. Nous ne luttions plus seulement pour notre survie. Nous veillons à ce que personne n'oublie jamais la Terre. La nouvelle se répandit plus vite que nos vaisseaux ne purent avancer. Des mondes se rendirent avant même notre arrivée. Les gouverneurs du Conseil abandonnèrent leurs postes, fuyant à bord de luxueux croiseurs,
tandis que leurs citoyens se révoltaient et imploraient protection. Certains tentèrent de former des milices, mais il manquait de formation et d'unité. Ils avaient vécu trop longtemps dans le confort, et nous avions été forgés dans le feu. Pendant ce temps, le Conseil lui-même commençait à se fracturer. Les espèces les plus faibles, celles qui n'avaient suivi le Conseil que par peur, commencèrent à tout remettre en question. Pourquoi mourir pour un empire incapable de protéger ses propres terres? Pourquoi obéir à des dirigeants incapables d'empêcher une seule espèce primitive de semer le feu sur leur monde? Des rébellions éclatèrent dans les secteurs drasques. Des soulèvements d'esclaves renversèrent les gouverneurs coloniaux sur toute la rive de Gand. Même certaines flottes du Conseil se mutinèrent, leurs équipages refusant de livrer une guerre qu'ils savaient perdue. Les dirigeants du Conseil, aristocrates boursouflés et terrifiés, se retranchèrent dans leurs palais fortifiés, lançant des appels de plus en plus désespérés à l'aide, à l'unité, à une solution capable d'enrayer la marée humaine. Personne ne répondit, car au fond d'eux-mêmes, ils savaient. Rien ne pouvait les sauver, car au fond d'eux-mêmes, ils savaient. Rien ne pouvait les sauver. Nous n'étions pas des diplomates, nous n'étions pas des libérateurs. Nous n'étions pas des conquérants en quête de trône ou de tribu. Nous étions le résultat de siècles de cruauté, enfin déchaînée. Et pourtant, malgré les victoires, malgré l'effondrement de leur puissant empire, nous savions que ce n'était pas suffisant. Pas encore. Car au cœur du Conseil des Neuf se trouvait Tars, une planète si lourdement défendue qu'elle n'avait jamais vu de flotte ennemie en orbite. Leur véritable capitale, leur véritable fierté. Si nous voulions mettre fin au Conseil une fois pour toutes, nous devions prendre Tars. Nous devions montrer à la galaxie qu'il n'y aurait plus de pitié. La flotte se rassembla. Vengeance, défi, colère, héritage des cendres, fureur, oubli, et une douzaine d'autres cuirassés forgés de sang, de rage et de génie. Autour d'eux grouillait une armada de navires de guerre, récupérés et bricolés, avec des équipages de survivants, de guerriers, d'humains, qui n'avaient plus rien à perdre. Nous n'avons pas lancé d'avertissement. Nous n'avons pas proposé de capituler. Nous avons simplement mis le cap. Et tandis que nous naviguions dans l'obscurité, moteurs brûlants comme des étoiles furieuses, chaque vaisseau portait le même message gravé dans sa coque. La Terre se souvient, Tars nous attendait, et notre dernier jugement aussi. La marche finale vers Tars ne fut pas silencieuse. À bord de chaque vaisseau humain, des imposants dreadnoughts aux frégates cabossées, encore marquées de vieilles cicatrices de bataille. La musique retentissait dans les couloirs. Chants de la terre ancienne, cris de guerre d'une douzaine de cultures, s'entrelaçaient en un chœur rugissant de défiance. Certains chantaient, d'autres priaient, d'autres restaient assis en silence, aiguisant leurs lames ou vérifiant une dernière fois leurs armes. Car chacun comprenait qu'il ne s'agissait pas d'une simple bataille. C'était la fin d'une guerre qui se préparait depuis des siècles. Tars se dressait devant nous, tel un joyau enveloppé d'une armure. D'imposantes plateformes de défense gravitaient autour d'elle en formation serrée, hérissées de canons à rails, de canons à plasma et de générateurs de boucliers.
Des flottes entières patrouillaient le ciel, d'élégants vaisseaux du Conseil étincelant sous la lumière de leurs soleils jumeaux. D'épaisses ceintures de mines automatisées flottaient autour de chaque vecteur d'approche possible. Si la Terre avait tenté d'attaquer Tars au début de la guerre, nous aurions été écrasés en quelques minutes. Mais ce n'était pas le début. Nous n'étions plus les vestiges brisés et désespérés. Nous étions la mort, affûtés à la lame fine. Notre attaque ne commença pas par un assaut frontal, mais par l'inattendu. Dans les semaines précédant l'approche finale, des équipes d'infiltration humaine s'étaient infiltrées dans les couches extérieures du réseau de défense de Tars. Certains furent largués depuis des vaisseaux furtifs. D'autres se déguisèrent en membres de l'équipe de maintenance du Conseil ou en esclavagistes. Lentement et méthodiquement, ils infectèrent les systèmes intacts du Conseil avec des virus de notre propre création, non pas biologiques cette fois, mais numériques. Et à notre arrivée, lorsque les premiers cuirassés humains ont franchi la portée des capteurs, le virus est activé. Le chaos a éclaté. Les plateformes de défense ont braqué leurs canons vers l'intérieur, prenant les vaisseaux du Conseil pour des ennemis. Les grilles de boucliers ont vacillé et se sont effondrées. Les formations de patrouille se sont disloquées dans la confusion. Les communications ont été brouillées sous une avalanche de faux signaux. La moitié de la flotte de Tars n'a même pas réalisé qu'elle était attaquée jusqu'à ce que des rayons de plasma commencent à transpercer leur coque. Oblivion a mené la première vague, sa proue tranchant les débris comme une lame. Des projectiles cinétiques de la taille d'autobus s'écrasèrent sur des vaisseaux paralysés, les transformant en épaves tournoyantes et en fusion. Des capsules d'abordage furent lancées en volée dense, s'écrasant sur les coques des stations et déversant des escadrons de marines humains en armure, brutaux, implacables et armés d'armes conçues pour le massacre au corps à corps. Tarsus riposta, bien sûr. Les amiraux du Conseil n'étaient pas dupes. Même paralysés, leur flotte est aimante et monstrueuse. Et pour chaque vaisseau détruit, nous en perdions 2 ou 3 des nôtres. Certains cuirassés s'enflammèrent, ont encerclé et submergé. J'ai vu l'Ashborn, le cuirassé qui avait décimé la 12e force expéditionnaire, subir un coup direct au réacteur et exploser dans une onde de choc si puissante qu'elle aveugla la moitié des capteurs de notre flotte. Nous ne ralentissions pas. Impossible. Le vaisseau amiral du Conseil, le Pride of Tarsus, tentait de rallier une défense près de l'équateur, où le réseau de boucliers avait été reconstitué à la dernière minute. C'était un magnifique vaisseau, élégant, courbé, plaqué de couches d'argent et d'or, témoignage de tout ce que le Conseil pensait de lui. La vengeance l'attaqua de front. Il n'y eut ni discours, ni négociation. Juste 2 machines de guerre titanesques, s'entre-déchirant, avec une férocité qui faisait trembler les étoiles. De chaque vaisseau, de chaque pont défoncé, nous observions la vengeance s'abattre à toute vitesse sur la fierté de Tars, transperçant son blindage, l'éventrant de la proue à la poupe. Des explosions s'abattaient sur toute sa longueur. Des capsules de sauvetage tiraient à l'aveuglette dans l'espace, certaines déchiquetées par les débris avant même d'avoir pu dégager l'épave. Et lorsque la vengeance se libéra, meurtrie et brûlante, mais toujours vivante, une acclamation s'éleva qui secoua la flotte. Le ciel de Tars se tut. Mais ce n'était pas fini. Des vaisseaux de débarquement affluèrent vers la surface de la planète.
Des bottes humaines s'écrasèrent sur des villes qui n'avaient jamais connu d'invasion. Dans les grands palais du Conseil, les sénateurs et les nobles qui avaient régné sur la galaxie se recroquevillaient derrière des gardes, priant pour que la clémence existe encore dans un monde où ils n'avaient enseigné que la cruauté. Ce n'était pas le cas. Nous n'étions pas là pour négocier. Nous n'étions pas là pour signer des traités. Nous étions là pour les abolir, une fois pour toutes. Le sol sous Tarse n'avait jamais connu le passage des bottes ennemies. Pendant des siècles, le siège du pouvoir du Conseil était resté intouchable, ses tours de marbre et ses dômes dorés symbolisant leur domination sur les étoiles. Même durant leurs guerres les plus sombres, aucun envahisseur n'avait jamais atteint leur planète natale. C'était impensable. Jusqu'à maintenant. Les vaisseaux de débarquement arrivaient comme une tempête, des formes noires zébrant l'atmosphère, esquivant le peu de résistance solaire qui subsistait. Nous n'arrivions pas en formation militaire parfaite, comme les armées du Conseil s'y étaient entraînées. Nous sommes arrivés par vagues chaotiques et furieuses, frappant simultanément chaque quartier, chaque forteresse, chaque siège du pouvoir, et les forces de sécurité d'élite du Conseil, vêtues de leurs armures impeccables et armées de leurs fusils de précision, ont été complètement débordées. La première ville que nous avons prise fut Solari Prime, une métropole scintillante de tours d'ivoire et de jardins suspendus, abritant certaines des familles les plus riches de la galaxie. Nos modules d'atterrissage s'écrasaient dans leurs cieux cristallins, à travers les jardins sur les toits et les propriétés luxuriantes. Des soldats en armure dépareillée, certains arborant les vieux drapeaux des nations oubliées de la Terre, d'autres simplement vêtus de haillons, sillonnèrent les Rosseletus avec une efficacité brutale. Les gardes du Conseil combattirent courageusement, mais ils étaient trop lents, trop prudents, trop habitués à combattre des ennemis qui les craignaient. Nous n'avions pas peur. Nous les avons traqués dans leurs demeures et leurs palais, dans les rues pavées d'or, dans les cathédrales érigées pour glorifier leur règne bienveillant. Nous avons combattu avec une précision féroce, les repoussant rue après rue, bâtiment après bâtiment. Et lorsque la fumée s'est dissipée, les bannières de terre, cousues à la main, faites de tissus de récupération et de toiles tachées de sang, ont flotté à chaque tour. Sur la place principale de Solari Prime, ils tentèrent une dernière résistance. 1 millier de gardes du Conseil se rassemblèrent autour de la salle du Sénat, cœur de leur gouvernement. Leurs chefs, les anciens et décrépits seigneurs des Neufs, observaient depuis les marches de marbre leurs soldats former des murs de boucliers, se préparant à la charge humaine. Cela ne les sauva pas. L'assaut fut impitoyable. Nos lanceurs de plasma fendirent leurs rangs. Les canons électriques trouèrent leurs lignes blindées. Les cris et les coups de feu résonnèrent contre la pierre antique pendant des heures. Et lorsque ce fut fait, lorsque le dernier soldat du Conseil gisait brisé sur la place ensanglantée, nous tournâmes les yeux vers la salle du Sénat. Les seigneurs des Neufs tentèrent de parlementer. Ils envoyèrent des émissaires sous des drapeaux blancs, désespérés et tremblants, offrant des promesses de paix, de réparation et d'autonomie. Ils nous supplièrent de négocier, d'être raisonnables, de faire preuve de la clémence qui caractérise les peuples civilisés. Mais nous n'étions pas venus pour la clémence. Nous étions venus pour la justice, et la justice terrestre
n'avait pas sa place dans les traités. Les seigneurs furent arrachés de leur trône, dépouillés de leurs robes et exhibés devant les survivants de l'humanité. Des soldats dont les maisons avaient été incendiées, dont les familles avaient été volées, dont les souvenirs étaient marqués par la cruauté du Conseil. Aucun discours ne fut prononcé, aucun verdict ne fut prononcé. Un par un, ils furent exécutés sur la place où ils avaient autrefois décrété nos souffrances. La galaxie a assisté au déroulement de l'événement. Nous y avons veillé. Chaque ligne de communication du Conseil, chaque réseau de diffusion, chaque relais longue portée ont été piratés. Des milliards de personnes, à travers 1 millier de mondes, ont vu les soi-disant dieux de la galaxie être anéantis par l'espèce qu'ils avaient tenté d'éradiquer. Le message était clair. La Terre se souvient. Après les exécutions, nous ne sommes pas restés longtemps. Nous n'étions pas des conquérants cherchant à s'asseoir sur les trônes profanés par le Conseil. Nous n'étions pas là pour gouverner Tarse. Nous ne souhaitions pas bâtir un nouvel empire sur les ruines de l'ancien. Nous étions venus pour brûler la pourriture. Et une fois la pourriture disparue, nous avons laissé les cendres aux étoiles. Alors que nous nous retirions, des incendies ravageaient les villes du Conseil. Des statues s'écroulèrent, des coffres furent ouverts, des coffres remplis des trésors de 1000 mondes asservis. Nous en avons repris certains, nous en avons détruit d'autres, nous en avons laissé d'autres à d'autres pour qu'ils les récupèrent. Car nous savions que la galaxie avait changé à jamais. Tarse fut le coup de grâce. Mais il ne s'agissait pas seulement de vengeance. C'était une question de mémoire. L'humanité ne serait plus jamais oubliée. Elle ne serait plus qu'une note de bas de page de l'histoire galactique. Elle ne serait plus l'espèce silencieuse et brisée, tremblant dans l'ombre. Nous avions gravé notre place dans le sang et l'acier, et personne n'oserait plus nous effacer. Le Conseil était mort, son empire brisé, et l'humanité, meurtrie et meurtrie, se tenait seule sous des étoiles extraterrestres, enfin libre. Dans les semaines qui suivirent la chute de Tarsé, la galaxie retint son souffle. Le puissant Conseil des Neuf, maître de 1000 systèmes, arbitre de la loi, architecte de siècles d'oppression, n'était plus. Leur palais était en ruine. Leur flotte, autrefois la fierté des étoiles, était à la dérive, telles des épaves brisées. Leurs bannières, autrefois redoutées à travers les galaxies, furent foulées aux pieds et oubliées. Et au cœur de tout cela se tenait l'humanité, ensanglantée, meurtrie et inflexible. Nous n'avons pas immédiatement revendiqué de nouveaux territoires. Nous ne nous sommes pas précipités pour bâtir un nouvel empire sur les vestiges de l'ancien. Ce n'était pas pour cela que nous avions combattu. Nous n'avions pas traversé une centaine de mondes pour devenir un autre conseil, une autre tyrannie aux couleurs différentes. Nous avions combattu pour la liberté, mais nous comprenions, même dans notre victoire, que la liberté était fragile. Les espèces survivantes du Conseil, celles qui ne nous avaient pas combattus, celles qui s'étaient rendues ou avaient attendu la guerre, s'approchèrent avec prudence. Émissaires, traîtres, diplomates en herbe affluèrent dans l'espace occupé par les humains, proposant traités, alliances, excuses. Certains étaient sincères. La plupart étaient terrifiés.
tous aspiraient à la même chose: être rassurés. Ils voulaient que l'humanité leur dise que la tempête était passée, que les monstres qui avaient brisé le Conseil des Neufs étaient désormais satisfaits, que nous ne tournerions pas notre colère contre eux. Nous ne leur avons donné aucune assurance de ce genre. Au lieu de cela, nous avons fait quelque chose de bien plus terrifiant. Nous avons dit la vérité. Dans un message diffusé sur tous les canaux connus, sur toutes les fréquences et dans toutes les langues, l'humanité a parlé d'une seule voix. Ce n'était pas un discours rempli de promesses fleuries ni d'ingéniosité politique. C'était simple, honnête, brutal. Nous ne sommes pas des conquérants. Nous ne sommes pas des dirigeants. Reconstruire la galaxie que vous avez connue autrefois ne nous intéresse pas. Mais nous nous souvenons des chaînes, des fouets, des camps, des cris étouffés sous des soleils extraterrestres. Et nous nous souvenons de ceux qui ont aidé et de ceux qui ont observé. Si vous fondez un nouveau conseil, un nouvel empire bâti sur la cruauté et l'esclavage, sur le dos brisé des faibles, nous reviendrons, nous brûlerons tout à nouveau. Ceci est notre seul avertissement. Le message ne se terminait pas par une déclaration de leadership ni un engagement de paix, mais par un montage des mondes du Conseil déchu, des images de palais en flammes, de flottes fracassées, de statues s'effondrant en poussière. C'était un rappel, une promesse écrite dans le langage du feu. La galaxie écouta et, pour la première fois depuis des générations, comprit l'humilité. Sur les anciens territoires du Conseil, les anciens systèmes s'effondrèrent. Certaines planètes déclarèrent leur indépendance et établirent de nouveaux gouvernements libérés de leurs anciennes chaînes. D'autres sombrèrent dans le chaos, dans le chaos, luttant pour survivre sans la mainmise de leurs anciens maîtres. Les routes commerciales se modifièrent, les alliances s'effondrèrent, les armées se mutinèrent. De nouvelles puissances surgirent, certaines pleines d'espoir, d'autres plus sombres que jamais. Et pendant tout ce temps, l'humanité observa. Nous ne nous précipitâmes pas pour intervenir. Nous ne portâmes pas de jugement. Nous avions mené notre guerre. Maintenant, la galaxie allait devoir livrer ses propres batailles. Sur Terre, les premières véritables célébrations de mémoire d'hommes commencèrent. Des villes renaquirent de leurs cendres, non pas des structures stériles de style conseil, mais des lieux désordonnés et vibrants, remplis de rires, de disputes, de musique et de vie. Des statues furent érigées, non pas en l'honneur des dirigeants, mais en l'honneur des millions d'anonymes qui s'étaient battus, étaient morts pour le droit d'exister. Chaque année, l'anniversaire de la chute de Tarse était commémoré non pas par des défilés de soldats, mais par un silence, un moment pour se souvenir de ce qui avait été perdu et de ce qui avait été gagné. Les cuirassés, la vengeance, la colère, le défi, et les autres n'étaient pas mis à la retraite. Ils étaient réparés, modernisés et maintenus prêts. Non pas que l'humanité cherchait de nouvelles guerres, mais parce que nous connaissions désormais la vérité mieux que quiconque. La paix n'est jamais permanente. La liberté n'est jamais gratuite. Quelque part dans le vide, il y aurait toujours un autre tyran prêt à s'élever. Un autre empire croyant pouvoir traiter la vie sensible comme une propriété. Une autre puissance assez arrogante pour oublier les leçons écrites dans le ciel brûlant de Tarse. Quand ce jour viendrait, l'humanité serait prête. Non pas en conquérant, ni en dirigeant,
mais comme l'épée qui guette dans les ténèbres. Et gravée dans la coque de chaque cuirassé, profondément ancrée dans leurs os, se trouvait cette simple phrase que la galaxie n'oserait plus jamais ignorer. La Terre se souvient.